Moi, je demandais ça. Jean-François Hunier, directeur du festival Concordance, qui a donc commandé à Lise Éditeur et Aurine Camus qui ne se connaissaient pas. Voilà, on va juste te voir. Voilà, je vais resituer le cadre de la commande de Concordance. Concordance, l'idée, c'est une commande que je passe à un chorégraphe, un écrivain qui ne se connaissait pas du tout. J'essaie de trouver des connexions entre leurs univers artistiques et je leur demande de créer un objet inédit pour le festival. Donc l'objet inédit, c'est d'abord une chorégraphie inédite, un texte inédit pour le festival. Et le concept, c'est que le chorégraphe et l'écrivain soient présents sur scène pour interpréter cette forme d'une durée d'à peu près une trentaine de minutes, avec la consigne de travailler sur un espace de 6 mètres par 6, on y est à peu près, dans l'esprit de pouvoir justement le jouer un petit peu partout. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie que la danse et la littérature aillent se déplacer dans plein d'endroits. Donc le festival se joue aussi bien en bibliothèque, en centre d'art, en théâtre, en université, voilà, et on fait aussi des petites performances en librairie. C'est vraiment l'idée de faire voyager cet objet. Voilà, c'est ça le concept. Maintenant, on va leur demander un petit peu à eux et à vous, d'ailleurs, si vous avez des questions à leur poser. Même si j'imagine que il faut réussir à changer d'atmosphère, à atterrir à nouveau. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça m'a transporté vers... On a voyagé, tout à fait. Si les personnes qui étaient debout veulent s'asseoir, vous pouvez. Tout le monde est en suspension, c'est parfait. Si vous voulez, on peut tout de suite vous donner la parole, mais si vous êtes intimidé, on peut aussi amorcer l'échange. Est-ce que quelqu'un a déjà une question? Ça peut porter aussi bien sur ce que vous venez de voir que sur les conditions de création, comment est venue l'idée, etc. Alors, allez-y. J'ai remarqué sur l'intensité des regards que vous avez travaillé particulièrement, je suppose. C'est une des parties du corps sur lesquelles à un moment il faut placer l'intention, savoir si on regarde au lointain, si on se regarde nous deux, si on regarde à côté ou si on regarde des gens très proches de nous. C'est une des choses sur lesquelles on a apporté un peu d'attention. Sachant que les espaces dont parlait Jean-François à l'instant, ils sont très différents. Donc nous, ça fait 5-6 dates qu'on fait. On n'a jamais été dans le même rapport scène-salle pour peuplier une scène et une salle avec le public. Parfois, les gens sont dans le noir. Parfois ils sont dans la lumière, parfois ils sont dans la lumière et extrêmement proches, parfois dans la lumière et extrêmement lointain. Donc on est aussi tout le temps un peu obligé de composer avec ça et de réinventer, c'est un bien grand mot, mais de repenser au regard. C'est vrai que cette notion d'espace est importante parce qu'en fait, on a souvent l'habitude de voir des spectateurs dans la boîte noire, donc le public est protégé dans un élément noir et on vient vraiment pour voir un spectacle. Et là, comme il y a vraiment une notion de regard, donc c'est un travail de complicité en fait, c'est une expérience qu'on partage ensemble. Je trouve que parfois les artistes vont aussi regarder les spectateurs et c'est aussi un peu leur demander un soutien. Puisque quand même, bon, là, Alice Zéniter, elle est très bien sur scène, parce qu'elle a aussi un peu l'habitude de la pratique de la mise en scène et tout ça. Mais certains écrivains n'ont pas l'habitude du tout de la scène, donc c'est un peu un exercice qui parfois est plus difficile pour eux. Donc pour eux, je trouve que c'est aussi un exploit pour eux d'avoir cette démarche de venir se confronter à la scène, quoi. Je sais pas toi, justement, Alice, par rapport à ça, toi, tu le vis comment finalement? C'est quelque chose que tu as l'habitude ou Non, metteuse en scène, je suis de l'autre côté généralement. Oui. Et tu as fait des lectures performances, quoi. Oui, mais qui sont... Non, j'en ai fait en plein air. Donc j'allais dire qu'ils sont dans le noir, mais seulement quand on joue dans les boîtes des théâtres. Mais quand je fais des lectures, je suis planquée derrière le pupitre, derrière mes feuilles. Si jamais ça me met mal à l'aise de croiser le regard de quelqu'un, ou si je sens, parce que ça arrive aussi de votre côté, de spectateur, que vous n'ayez pas envie d'être regardé droit dans les yeux, et que en fait ce soit pas agréable qu'un performeur vous regarde droit dans les yeux, il y a toujours cette option de faire semblant de lire avec attention mes pages lors des lectures. Alors que là, on avait décidé justement de ne pas arriver avec les pages, enfin de faire ce travail d'apprendre notre texte, d'être totalement libre pour pouvoir faire plus de choses avec tout le reste du corps. Oui, là, si on ne sait pas qui est chorégraphe, qui est écrivain, en fait, c'est indiscernable par les spectateurs. Vous avez décidé de jouer les deux rôles
Après, c'est très discernable quand, pour les premiers arrivés, quand vous nous voyez en train de nous échauffer, Aurine et moi. Celui qui s'échauffe en train de faire le grand écart, c'est le danseur. Et celle qui, à chaque fois qu'elle se met en tailleur, fait « Ouh, ah, ça tire !» c'est l'écrivaine. Ouais. Oh, les clichés. Ah mais c'est vrai. Je l'ai encore vérifié tout à l'heure. Tu veux que je te fasse un grand écart? Une autre question? Monsieur Astruc. Juste pour, c'est surtout à l'écrivaine que c'est particulier quand même, c'est se retrouver comme ça face au public. Donc c'est le rapport à l'écriture et le rapport à son corps. Comment vous voyez ça? En fait, je crois les deux sont plus liés qu'on peut l'imaginer. En tout cas, dans mon cas, je ne voudrais pas faire de généralité sur les écrivains. C'est comme les flocons de neige, il n'y en a pas deux pareils. Mais je sais que moi, quand j'écris, de toute façon, il y a quelque chose qui va passer par le corps. Je vais avoir une manière de bouger dans des gestes tout petits au-dessus de mon clavier pour marquer les ponctuations, pour essayer de sentir le rythme. Il y a en fait toute idée de souffle et de style en tant que souffle appelle le corps. Il n'y a pas de souffle s'il n'y a pas de corps qui respire. Donc, de toute façon, il y a ce passage par le corps, mais qui a un corps coupé, enfin qui a un corps assis, qui est un corps... et là, l'idée de pouvoir engager le corps entier dans ce rapport entre la diction, c'était quelque chose qui me paraissait pas absurde, qui me paraissait pas être un collage stupéfiant d'images surréalistes, mais plutôt une continuation du geste. Une sorte d'exagération d'un geste qui était déjà là. Le corps comme le penchant de la main. C'est ça. Est-ce que ça peut apporter quelque chose à l'écriture d'avoir fait cette expérience? Faut le digérer. C'est ça. C'est ça, bien C'est sûr. ça, c'est que... Même chose en danse alors. Ouais. Être confronté à la voix, au texte. Oui, voilà, déjà en tant qu'interprète sur scène, moi c'est une des premières fois que j'ai autant de textes à dire. J'ai pas une mémoire terrible, j'étais un peu inquiet là-dessus à la base, mais finalement, en l'accompagnant du mouvement qui lui fait partie de moi depuis toujours, et c'est un endroit où je me reconnais, en me raccrochant à des mouvements et des mots, la mémoire est venue finalement, et c'est un grand plaisir alors, de donner du texte sur scène. Alors que j'ai vraiment pas l'habitude du tout. Et j'espère que ça va se reproduire. Ouais. Ah ouais. Dans d'autres circonstances. Ouais. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de ce sujet très singulier? C'est pas moi qui ai posé la question. Et ben, alors, Je pense qu'on se la pose tous. Ben, c'est un thème une histoire, c'est que mon fils nous a soufflé il y a 5 ans. On était en soirée tout juste avec Alice, ma femme, mon fils, et il nous a parlé de Thomas Pesquet. C'était l'actualité cet été, beaucoup il venait de ratterrir. Il se posait plein de questions sur le système solaire. Et on a fait plein de recherches, et dans la soirée, Alice s'est rappelé aussi un article qu'elle avait lu jeune, quand elle était enfant, qu'il avait touché sur l'histoire d'un astronaute qui était revenu de ce voyage sur la Lune, et qui n'était pas allé faire des conférences à la NASA, qui avait refusé toutes les interviews. Et en se renseignant un peu le soir même ou le lendemain, on a vu que c'était Neil Armstrong, du coup le premier homme à être allé sur la Lune, qui ensuite n'en a jamais parlé. On avait l'intrigue. On avait l'intrigue. Et un sujet qui nous regroupait tous les deux, qui pouvait nous intéresser, et qu'on s'est dit aussi qu'il pouvait être assez universel, ce rêve de la Lune. On y a tous pensé, j'imagine, un moment ou un autre. Oui, puis c'est intéressant dans le rapport à la gravité, au corps, enfin le fait justement. Oui, à la lenteur. Et puis le rapport entre la Lune et la Terre, parce qu'il y a toute cette partie où vous mettez en scène les spectateurs qui viennent assister au départ, c'est ça, de la fusée. Donc et du coup, là, il y a beaucoup plus de vitesse et de pression, de foule. Oui, c'est vrai. Elles sont très très impressionnantes. On a regardé en fait des documentaires faits avec des images d'archives de la NASA. Et c'est vrai que c'est impressionnant ces masses de population
sur les bords de la rivière qui attendent que la fusée décolle ou explose, puisque les précédentes ont explosé en nombre assez conséquent. Et ces hommes qui vont partir, il y avait ça qui nous intéressait dans le sujet aussi, en fait, qui ont passé 10 ou 15 ans de leur vie à se préparer à ça. Donc avant même de rejoindre la NASA par leurs études, et qui ont plié toute leur vie de manière à ce qu'elle soit tendue vers une mission, qui est ce voyage. Et ce voyage, il dure 3 jours. Ce voyage, il dure 72 heures. On parle de 15 ans de sa vie passée à sacrifier, ou consacrer, ça dépend comment on veut voir les choses, à un voyage qui, au bout du compte, dure uniquement 3 jours. Et quand on parlait de ça avec Aurine, il me disait qu'en fait, le sujet l'intéressait aussi, parce que il y avait quelque chose qui est à la fois très beau et à la fois complètement absurde, qui rejoint la discipline du danseur, avec cette idée de s'entraîner en fait pendant des heures, des mois, des années pour réussir à faire une figure, un geste qui va durer 2 secondes sur scène, qui peut être répété beaucoup plus facilement qu'un voyage sur la Lune, mais qui est quand même totalement disproportionné par rapport à ce que ça a demandé comme travail de façonnage sur le corps. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans la discipline de l'écrivain, tout le travail préalable avant d'écrire un mot sur la page, ou c'est plus éloigné? Non, moi je trouve que c'est pas pareil. En fait, le fait que l'écriture ne passe pas tout le temps par l'écriture, pas que quand on n'est pas en train d'écrire, on est déjà en train d'écrire. Je pense que c'est plus quelque chose qui est difficile à accepter sur le du point de vue de la mauvaise conscience et de l'impression d'être un Jean Foutre et de la difficulté à sacraliser ce temps-là, à le protéger des atteintes du monde extérieur comme étant un temps nécessaire à l'écriture, quand bien même on n'est pas en train d'écrire. Je pense que la difficulté pour moi, elle est là. Et après, ce qui se compte en termes de pages jetées par rapport à ce qui est gardé, c'est pas non plus la même chose que s'entraîner pour faire le grand écart, par exemple. C'est quelque chose qui... C'est une recherche qui peut être le résultat. On va s'apercevoir finalement que ça ne l'est pas, qu'on va garder autre chose, qu'on va modifier, mais c'est pas comme si j'avais à faire craquer mes doigts pendant 2 heures avant de pouvoir écrire la phrase. C'est totalement différent. Le rapport à ce temps-là. Là, est-ce que vous avez de nouvelles questions? Vous êtes resté en état intermédiaire. Ah, j'ai pas vu. Une question, quelqu'un. Non. C'était moi, mais vous avez posé une question. Ah, pardon. Par rapport à comment vous en êtes venu à choisir. Et on peut demander à la salle, alors aussi, quelles sont vos impressions par rapport à cette proposition? J'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez un duo qui réunit danse et littérature. Ça ressemble un peu à du théâtre, mais c'est pas ça non plus. Quelle impression ça vous a fait? Et est-ce que vous avez saisi enfin tous les liens, tous les personnages qui sont incarnés successivement par 2 personnes? Et puis aussi peut-être l'effet de travail sur le poids, le corps. Ne soyez pas timide. Moi j'aurais une question sur le choix de la chanson de fin, qui du coup réinscrit un peu la forme dans une sorte d'esthétique un peu Sundance, un peu cinéma américain, un peu... je trouvais la conclusion très générique dans le sens fin du film générique, quoi. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de conclure comme ça. Je réponds et j'assume. Non, en fait, quand on a commencé à travailler avec Aurine, le sujet il est arrivé très rapidement. Très rapidement, on s'est lancé dans des improvisations ensemble qui mêlaient le corps et le texte, et on s'est séparés après ces 4 premiers jours et de rencontres et de recherches, en se disant bon, on va avancer de notre côté, à partir de ce qu'on avait. Et donc moi, j'ai écrit une première mouture du texte que j'ai envoyée à Aurine, et
Et en fait, à cette mouture du texte s'ajoutaient les éléments de recherche que j'avais utilisés, et puis aussi des choses plus personnelles dont on n'avait pas eu le temps de parler, comme par exemple le fait que Lift Me Up de Springsteen est la seule chanson sur laquelle je danse quand je suis chez moi, mais alors vraiment, enfin, je suis en train de faire des semblants de grands jetés à travers mon salon, etc. Et donc, c'est une chanson... et voilà, je fais pas de la danse de soirée où je piétine en dodelinant de la tête. C'est que quand j'écoute ça, j'ai l'impression de pas avoir arrêté la danse classique au bout d'un an et demi, quoi, à 6 ans. Et donc voilà, je l'ai envoyé à Aurine, mais comme ça, enfin, et en me disant, puis en plus comme c'est Lift Me Up, donc attire-moi vers le haut, élève-moi, je sais, c'est un lien avec l'espace. Et quelques jours après, Aurine me répond en m'envoyant un montage sonore d'une demi-heure, et à la fin duquel il avait intégré Lift Me Up. C'est effectivement un générique. Il avait sa place à la fin de la chanson. Tu peux expliquer qu'un avant-son, un peu la composition Pardon. Oui, qui était en fait, je m'attendais pas du tout à ce que cette chanson apparaisse forcément dans le montage sonore. Et en même temps, j'étais très heureuse qu'elle apparaisse, et il y avait un petit côté lumière au bout du tunnel, où je me disais, je vais traverser cette demi-heure en bougeant sur des sons étranges de l'espace, mais je sais qu'au bout arrive, en fait peut-être tu l'as fait par manipulation totale, comme tu n'arriverais pas à me faire danser s'il n'y avait pas cette note musicale à la fin. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle a un côté très pop américaine, sirupeuse, avec toujours. On ne sait jamais tout à fait si c'est un peu sublime ou totalement kitsch. Enfin, mais en même temps, ça allait aussi avec cette fabrique des héros 100% américains qu'a été la conquête spatiale. Donc, bon, après, j'ai l'habitude de pouvoir justifier tous mes choix, même quand à la base c'est qu'une connerie. Je peux tenir au bluff 2 heures. Mais, donc, question suivante sur comment tu as fait ta bande-son. Oui, non, mais la bande-son, en fait, la NASA partage tout plein de sons qu'elle enregistre, des passages de planètes qui sont retranscrits en son par des radars. Donc, ils partagent tout, j'ai tout téléchargé, j'ai fait un montage rythmique en fait, pour arriver des fois à des constructions plus électro, où on peut reconnaître un rythme. Voilà, tous les sons de la NASA, j'en ai écouté beaucoup. Pour finalement arriver à ce montage de 25 minutes. Et toutes les voix sont vraiment du coup des conversations de la base, et qui sont des choses très étranges. Enfin, je ne sais pas si comme ça, au premier visionnage et à la première écoute, vous êtes capable de distinguer des bribes de phrases, mais nous maintenant on les connaît par cœur et on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de se raconter entre Houston et la fusée. Enfin, il y a quelqu'un qui dit on a eu une paire de crises cardiaques ici aussi, vous nous avez fait peur. Oh, c'est vraiment de très jolies photos, Steve, félicitations. Enfin, et on n'a aucune idée de si c'est des photos, les premières photos de la Terre, si les mecs sont en train de regarder des diapos de leurs vacances. Si tout ce qu'on sait, c'est que ça vient de la NASA. Et ça, voilà, ça nous raconte 10 000 histoires sous celles que nous, on raconte par nos voix. C'est très étonnant parce que ça rentre en résonance avec un spectacle que j'ai vu vendredi dernier, la compagnie Inouï, Thierry Ballas, qui fait un spectacle sur... parce que ça va faire 50 ans en 2019 que les premiers hommes ont marché sur la Lune. Et lui, il a imaginé ce que les astronautes pouvaient écouter en partant sur la Lune. Et il y a une circassienne qui, elle, représente l'astronaute dans l'espace. Et c'est étonnant, vous avez pensé au fait que l'année prochaine, ça va être les 50 ans ou pas du tout? Ou c'est comme ça, par hasard, un pur hasard? On aurait pu calculer, mais... J'étais plutôt sur les 50 ans de mai 68. Ah ouais, ouais. Bah oui, mais déjà, c'est vrai, mais c'est étonnant, quoi. C'est le deuxième spectacle qui, par rapport à ça. C'est pareil, travailler sur... On va pouvoir le tourner en télévision. Voilà, Festival de la Lune, spectacle sur la Lune. Eh bien, je vous propose qu'on continue cette conversation de manière plus informelle. Alors, autour du buffet, je crains que nous soyons trop nombreux pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, priorité aux artistes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je préfère être le
dire de façon très claire. Je tiens à remercier le service culturel, en particulier Nabil et Gabriel, qui ont permis d'organiser cela. Merci. Et merci à Carole et Raphaël pour le buffet. Attendez, s'il vous plaît, le temps des remerciements. Merci à Sébastien Zeigler du Festival Hors Limite. Je vous invite également à consulter le programme de Concordance et de Hors Limite pour assister à d'autres rencontres littéraires en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis. Vous allez voir qu'il y a une programmation très riche. Merci à Jean-François Millet, merci à Alice Éditeur et à Henri.